Préface 1. Les explications qu'on a coutume de donner dans une préface, en tête d'un ouvrage, pour éclairer les fins que l'auteur s'y est proposé, les motivations qui sont les siennes et le rapport que cet ouvrage entretient selon lui avec les autres traités antérieurs ou contemporains qui portent sur le même objet, semble non seulement superflu s'agissant d'un ouvrage de philosophie, mais même, compte tenu de la nature de la chose, inadéquate et contraire au but poursuivi. Car quoi qu'il puisse convenir de dire dans une préface en matière de philosophie, et de quelque façon qu'on le fasse, par exemple, en donnant un aperçu historique de l'intention et du point de vue global adopté, du contenu général et des résultats obtenus, ou en produisant une combinaison d'assertions, 2, et d'affirmations quant au vrai proféré contradictoirement, tout cela ne saurait être considéré valablement comme la façon adéquate d'exposer la vérité philosophique. C'est aussi parce que la philosophie est essentiellement dans l'élément de l'universalité qui inclut en soi le particulier, qu'elle est, davantage que les autres sciences, le lieu de cette apparence que la chose même qui l'occupe serait exprimée dans la fin visée ou dans les résultats ultimes, voire le serait dans son essence parfaite, en regard de laquelle le développement de l'exposé serait, à proprement parler, l'inessentiel, alors que dans la représentation commune qu'on a, par exemple, de ce qu'est l'anatomie, disons, la connaissance des parties du corps considérées selon leur existence non vivante, on est bien convaincu qu'on ne possède pas encore la même chose, même le contenu de cette science, et qu'il faut au contraire se mettre encore en peine de découvrir le particulier. En outre, dans ce genre d'agrégat de connaissances qui ne porte pas, et à bon droit, le nom de science, il n'y a pas de différence habituellement, et non conceptuelle, de parler aussi du contenu proprement dit, de tel nerf, de tel muscle, etc. Tandis que, dans le cas de la philosophie, on verrait surgir la disparité qui consisterait à faire usage de cette façon de procéder. 3. Tout en la faisant dénoncer par elle-même comme inapte à saisir la vérité. De même, la détermination du rapport qu'une œuvre philosophique croit entretenir avec d'autres efforts engagés sur le même objet introduit un intérêt de nature étrangère et obscurcit ce qui est l'important dans la connaissance de la vérité, aussi fermement que s'établit pour elle l'opposition du vrai et du faux. L'opinion a également coutume par ailleurs d'attendre, soit qu'on approuve, soit qu'on contredise un système philosophique donné, et de ne voir dans une déclaration et explication liminaire sur ce genre de système que l'une ou l'autre de ces positions. Elle conçoit moins la diversité de systèmes philosophiques comme le développement progressif de la vérité qu'elle ne voit dans cette diversité la seule contradiction. Le bourgeon disparaît dans l'éclosion de la floraison, et l'on pourrait dire qu'il est refuté par celle-ci. De la même façon, le fruit dénonce la floraison comme fausse existence de la plante et vient s'installer, au titre de la vérité de celle-ci, à la place de la fleur. Ces formes ne font pas que se distinguer les unes des autres, elles se refoulent aussi comme mutuellement incompatibles, mais, dans le même temps, leur nature fluide en fait aussi, 4,
des moments de l'unité organique au sein de laquelle non seulement elles ne s'affrontent pas contradictoirement, mais où l'une est aussi nécessaire que l'autre. Et c'est cette même nécessité qui constitue seulement alors la vie du tout, tandis que, d'une part, la contradiction portée à un système philosophique a coutume de ne pas se concevoir elle-même de cette manière, et que d'autre part, la conscience qui appréhende celui-ci ne sait généralement pas affranchir cette contradiction de son unilarité, ou la conserver affranchie de celle-ci, ni reconnaître dans la figure de ce qui semble conflictuel en contrariété avec soi autant de moments mutuellement nécessaires. En demandant ce genre d'explication, de même qu'en y portant les réponses satisfaisantes, elle peut sembler qu'on s'affaire bien à l'essentiel, où la réalité intime d'un ouvrage philosophique pourrait-elle mieux être énoncée, sinon dans les fins qu'il vise et les résultats qu'il obtient? Et qu'est-ce qui permettrait de les connaître avec davantage de précision, sinon leur différence d'avec ce que le siècle, par ailleurs, produit dans la même sphère? Mais lorsque cette façon de faire est censée ranger, de fait, au nombre des inventions, destinées à contourner la chose même et à faire tenir ensemble ces deux choses que sont l'apparence de la rigueur et d'efforts déployés pour l'atteindre, 5, et le fait qu'en réalité, on s'en dispense complètement. La chose même, en effet, n'est pas épuisée dans la fin qu'elle vise, mais le développement progressif de sa réalisation, pas plus que le résultat n'est le tout effectif, il l'est conjointement à son devenir. La fin pour soi est la généralité non vivante, de même que la tendance n'est que la pure poussée encore privée de son effectivité, et que le résultat nu est le cadavre qui a laissé cette tendance derrière lui. De la même façon, la différenciation est bien plutôt la limite de la chose. Elle est là où la chose cesse, ou encore, elle est ce que celle-ci n'est pas. C'est pourquoi toute cette peine qu'on se donne avec la fin visée ou les résultats, ainsi qu'avec les divergences et les jugements portés sur l'un ou l'autre, est un travail plus aisé, peut-être, que ce qu'il semble. Au lieu de s'attacher à la chose, cette façon de procéder, en effet, est toujours au-delà d'elle, au lieu d'y séjourner et de s'oublier en elle. Ce genre de savoir saisit toute autre chose et demeure bien plutôt chez soi qu'il n'est auprès de la chose à laquelle il s'affaire et ne s'adonne à elle. Le plus facile, s'agissant de ce qui a une teneur et une consistance pure et solide, c'est de procéder au jugement. Il est déjà plus difficile de comprendre, et le plus difficile de tout est de réunir jugement et compréhension, d'en produire l'exposition. « 6. Le début de la culture et du laborieux arrachement à l'immédiateté de la vie substantielle consistera toujours nécessairement à acquérir des connaissances de principes et des points de vue universels, puis, et seulement alors, à s'élever par ce même travail jusqu'à la notion de la chose en général, et tout autant encore, à conforter ou réfuter celle-ci en avançant des raisons, à appréhender la riche plénitude concrète selon
et d'éternité, et à savoir émettre sur elle avis correct et jugement rigoureux. Mais ce début de la culture cédera d'abord la place au sérieux de la vie accomplie, qui introduit dans l'expérience de la chose même, et s'il vient encore s'ajouter à cela que le sérieux du concept descende jusqu'en ses profondeurs, ce genre de connaissance et de jugement conservera dans la conversation la place qui lui convient parfaitement. La vraie figure dans laquelle la vérité existe ne peut être que le système scientifique de celle-ci. Mon propos est de collaborer à ce que la philosophie se rapproche de la forme de la science, se rapproche du but, qui est de pouvoir se défaire de son nom d'amour du savoir et d'être savoir effectif. La nécessité intérieure pour le savoir d'être science est dans la nature de celui-ci. 7. Et la seule explication satisfaisante sur ce point est l'exposition de la philosophie elle-même. Mais la nécessité extérieure, pour autant que abstraction faite de la contingence de la personne et des dispositions individuelles, on la comprenne de manière universelle, est la même chose que la nécessité intérieure dans la figure, et ce, dans la figure où le temps représente l'existence de ces moments, et la mise en évidence de ce que le temps est venu que la philosophie s'élève jusqu'à la science serait donc la seule vraie justification des tentatives qui se proposent cette fin, parce que cette justification exposerait la nécessité des tentatives qui poursuivent cette fin, et même la réaliserait dans le même temps, en posant la vraie figure de la vérité dans la cette scientificité, ou ce qui est la même chose, en affirmant de la vérité qu'elle n'a que dans le concept l'élément de son existence. Je sais bien que je fais quelque chose qui semble en contradiction avec une représentation et avec les conséquences de celle-ci, dont la prétention n'est d'égale que l'ampleur avec laquelle elle est répandue dans la conviction du temps. C'est pourquoi il ne semble pas superflu d'apporter quelque explication sur cette contradiction, quand bien même, à son tour, elle ne saurait ici être autre chose que cela même, à l'encontre de quoi elle va, savoir une simple assertion, sans plus. Si, en effet, le vrai n'existe, 8, que dans ce que, ou plus exactement, que comme ce que l'on appelle tantôt intuition, tantôt savoir immédiat de l'absolu, religion, l'être, non pas l'être au centre de l'amour divin, mais l'être même de ce centre. On requiert au contraire, et dans le même temps, en partant de là, pour l'exposition de la philosophie, le contraire de la forme du concept. On n'est pas censé concevoir l'absolu, mais le sentir et le contempler. Ce n'est pas le concept, mais le sentiment qu'on en a et ce qu'on en contemple que sont censés à la fois mener les débats et être énoncés. Si l'on appréhende l'apparition d'une telle demande dans son contexte plus général, et si on la voit au niveau où l'esprit conscient de soi est présentement, l'esprit est alors au-delà de la vie substantielle qu'il menait autrefois dans l'élément de la pensée, au-delà de cette immédiateté de sa croyance, au-delà de la satisfaction et de la sécurité de la certitude que la conscience avait de sa réconciliation avec l'essence et avec la présence universelle, intérieure et extérieure de celle-ci. Il n'est pas seulement passé par-delà tout cela, dans l'autre extrême de la réflexion sans substance de soi en soi-même,
Mais même au-delà de celle-ci, non seulement sa vie essentielle est perdue pour lui, neuf, mais il est également conscient de cette perte et de la finitude qui est son contenu. Se détournant des vils tourteaux destinés aux cochons, confessant et maudissant le méchant état qui est le sien, l'esprit exige maintenant de la philosophie non pas tant le savoir de ce qu'il est, que de d'abord parvenir de nouveau, grâce à elle, à l'instauration de cette substantialité et de la consistance pure et solide de l'être. Elle n'est donc pas tant censée faire sauter pour ce besoin l'hermétique fermeture sur soi de la substance et élever celle-ci à la conscience de soi. Elle ne doit pas tant ramener la conscience chaotique à l'ordre pensé et à la simplicité du concept qu'agiter au contraire tout ensemble et mélanger les particularisations de la pensée notionnelle, réprimer le concept différenciateur et instaurer le sentiment de l'essence, assurer non pas tant l'intelligible que l'édification, le beau, le sacré, l'éternel. La religion et l'amour sont la part requis pour éveiller l'envie de mordre. Ce n'est pas le concept, mais l'extase. Ce n'est pas la froide progression de la nécessité de la chose, mais la fermentation de l'enthousiasme, qui sont censés être la tenue et l'expansion et avancée continue de la richesse de la substance. À cette exigence correspondant les efforts intensifs, où l'on voit presque poindre quelques passions et irritations, déployées pour arracher les hommes à leur enfoncement dans le sensible, dans la réalité commune et singulière, et pour relever leurs yeux vers les étoiles, comme si, entièrement oublieux du divin, ils en étaient au point, comme le ver, de se satisfaire d'eau et de poussière. Jadis, ils disposaient d'un ciel muni d'une ampleur richesse de pensées et d'images, la signification de tout ce qui est se trouvait dans le fil de lumière qui le rattachait au ciel. Le long de ce fil, plutôt que de séjourner dans ce présent-ci, le regard glissait par-delà ce présent vers l'être divin, vers, si l'on peut dire, une présence dans un au-delà. Il a fallu user de contraintes pour diriger l'œil de l'esprit vers le terrestre et l'y maintenir fixé. Et il a fallu bien du temps, tout un travail pour faire entrer cette clarté que seul le supraterrestre possédait, dans l'opacité et la confusion où séjournait le sens de l'ici-bas pour donner de l'intérêt et une valeur reconnue à l'attention au présent en tant que telle, qu'on a nommé expérience. Aujourd'hui, il semblerait qu'on ait affaire à une situation dramatiquement renversée, que le sens soit à ce point engoncé. 11. Dans le terrestre, qu'il faille déployer une violence identique pour l'élever au-dessus du terrestre, l'esprit montre tant de pauvreté qu'il semble, tel le voyageur dans le désert qui n'aspire qu'à une simple gorgée d'eau, n'aspirait tout simplement pour son réconfort qu'à l'indigent sentiment du divin. Et c'est à cela dont l'esprit se contente qu'on peut mesurer l'importance de sa perte.
Toutefois, ce contentement de peu qu'on a ce qu'on reçoit ou cette parcimonie dans le don ne conviennent pas à la science. Tous ceux qui ne recherchent que, que la confortation édifiante, qui demandent qu'on enveloppe dans un brouillard la terrestre diversité de leur existence et de leur pensée, et recherchent la jouissance indéterminée de cette divinité indéterminée, peuvent bien essayer de voir où ils trouveront cela. Ils trouveront même aisément les moyens de s'inventer quelques fantasmagories exaltantes et passionnées, et d'en faire étalage. Mais la philosophie doit se garder de vouloir être édifiante. Cette tempérance qui renonce à la science doit encore moins prétendre à ce que cette inspiration enthousiaste et confuse soit quelque chose de plus élevé que la science. Ce discours prophétique s'imagine qu'en agissant ainsi, précisément, il reste juste au centre dans la profondeur et jette un regard méprisant sur 12, la déterminité, l'oros, et se tient intentionnellement éloigné du concept et de la nécessité, en ce qu'ils sont la réflexion qui n'a de demeure que dans la finitude, mais de même qu'il existe une largeur vide, il y a aussi une profondeur vide, de même qu'il y a une extension de la substance qui se répand en une multiplicité finie, sans avoir la force de la contenir rassemblée. De même, ce discours est une intensité sans aucune teneur, qui se comporte comme une pure et simple force sans expansion, et, dès lors, est la même chose que la superficialité. La force de l'esprit n'est ni plus ni moins grande que sa manifestation extérieure. Sa profondeur ne va pas au-delà du point où il accepte le risque de se répandre et de se perdre dans son déploiement. En même temps, quand ce savoir substantiel, sans concept, prétend qu'il a le caractère propre de soi-même, enfoui dans l'essence, et qu'il philosophe de manière vraie et sacrée, il se dissimule qu'au lieu d'être dévoué à Dieu, en méprisant la mesure et la détermination, il ne fait au contraire, tantôt, que laisser prévaloir en lui-même la contingence du contenu, tantôt que faire prévaloir en celui-ci son propre arbitraire. En s'abandonnant à la fermentation débridée de la substance, il s'imagine, par l'enveloppement de la conscience de soi et l'abandon de l'étendement, être du nombre de ceux, de ceux que Dieu compte comme les siens. Et à qui il donne la sagesse dans le sommeil. Mais voilà pourquoi, de fait, ce qu'ils reçoivent ainsi et mettant au monde pendant 13, leur sommeil, ce sont aussi des rêves. Il n'est pas difficile de voir, au demeurant, que notre époque est une époque de naissance et de passage à une nouvelle période. L'esprit a rompu avec le monde où son existence et sa représentation se tenaient jusqu'alors. Il est sur le point de les faire sombrer dans les profondeurs du passé et dans le travail de sa reconfiguration. Il est vrai que, de toute façon, il n'est jamais au repos, mais toujours en train d'accomplir un mouvement de progression continuelle. Mais, de la même manière que chez l'enfant, après une longue nutrition silencieuse,
La première bouffée d'air interrompt cette progressivité du processus de simple accroissement, de même qu'il y a donc un saut qualitatif et que c'est à ce moment-là que l'enfant est né. De même, l'esprit en formation mûrit lentement et silencieusement en direction de sa nouvelle figure, détache morceau après morceau de l'édifice de son monde antérieur, et seuls quelques symptômes isolés signalent que ce monde est en train de vaciller. La frivolité, ainsi que l'ennui qui s'installe dans ce qui existe, le pressentiment vague et indéterminé de quelque chose d'inconnu sont les prodromes de ce quelque chose d'autre est en marche. C'est de quelque chose d'inconnu sont les cet écaillement progressif qui ne modifiait pas la physionomie du tout est interrompu par la montée, l'éclair 14, qui d'un seul coup met en place la formation générale du monde nouveau. Simplement, cette nouveauté n'a pas davantage de parfaite effectivité que l'enfant qui vient de naître, et c'est un point qu'il est essentiel de ne pas négliger. La première entrée en scène n'est encore que son immédiateté ou son concept, pas plus qu'un bâtiment terminé qu'on a posé sa fondation. Le concept du tout auquel on est parvenu n'est le tout lui-même. Là où nous souhaitons voir un chêne avec toute la robustesse de son tronc, le déploiement de ses branches et les masses de son feuillage, nous ne serons pas satisfaits si, au lieu de cela, on nous fait voir un gland. De la même façon, la science, dont la frondaison couronne tout un monde de l'esprit, n'est pas achevée dans son commencement. Le commencement de l'esprit nouveau est le produit d'un vaste bouleversement de multiples formes de culture, le prix d'une route bien souvent tortueuse, et d'une pareille multiplicité de fatigues et de peines. Il est le tout revenu en soi, aussi bien de la succession que de son extension, ce qui est devenu le concept simple du tout. Mais l'effectivité de ce tout simple consiste en ce que ces configurations, devenues des moments, se redéveloppent et se reconfigurent à nouveau, mais 15 dans leur nouvel élément, dans le sens qui est advenu. Cependant que, d'un côté, la première apparition du nouveau monde n'est encore que le tout caché, enveloppé dans sa simplicité, que le fondement général de ce tout, pour la conscience, en revanche, la richesse de l'existence antérieure est encore présente dans son souvenir, dans la figure nouvelle qui apparaît. Elle déplore la perte de l'extension et de la particularisation du contenu, mais ce dont elle déplore plus encore l'absence, c'est le développement de la forme grâce auquel les différences sont déterminées de manière sûre et rangée dans leur rapport stable. Dans ce développement, la science est dépourvue d'intelligibilité universelle et à l'apparence d'un bien ésotérique détenu par un petit nombre d'individus singuliers, un bien tout
ésotérique, car elle n'est encore présente que dans son concept, ou encore parce que seul son intérieur est présent d'un petit nombre d'individus, parce que l'absence de déploiement différencié de son apparition phénoménale fait de son existence une réalité singulière. Seul ce qui est enfin parfaitement déterminé est à la fois exotérique, convenable, susceptible d'être appris et d'être la propriété de tous. La forme intelligible de la science est la voie vers elle qui est ouverte et offerte à tous et rendue la même pour tous. Et parvenir par l'entendement au savoir de raison, 16, est la juste exigence de la conscience qui vient rejoindre la science, car l'entendement c'est la pensée, le jeu pur, tout simplement, et l'intelligible qui lui ressortit est à la fois ce qui est déjà connu et ce qui est commun à la science est à la conscience non scientifique, ce par quoi cette dernière peut entrer immédiatement dans la première. La science, qui ne fait que commencer, et qui n'a donc encore poussé les choses ni jusqu'à l'exhaustivité du détail, ni jusqu'à la perfection de la forme, est dans une situation qui l'expose au blâme. Toutefois, si ce blâme était censé toucher son essence, il serait tout aussi injuste qu'il est malvenu, par ailleurs, de refuser de reconnaître l'exigence de ce développement. Cette opposition, encore au degré de compréhension qu'il faudrait, l'une des parties ne veut pas démordre de l'importance, de la richesse du matériau et de l'intelligibilité pour l'entendement. L'autre méprise l'importance. L'autre méprise. C'est le moins qu'on puisse dire. Cette intelligibilité et ne jure que par ce qui est immédiatement rationnel et divin. Quand bien même la première des parties nommées, soit par la seule force de la vérité, soit aussi du fait de la fougue de l'autre, a été réduite au silence et s'est sentie dominée. 17. Pour ce qui est du fondement de la chose, elle n'est pas pour autant satisfaite en regard de ses exigences, car celles-ci sont justes, mais ne sont pas remplies. Le silence qu'elle garde ne ressortit que pour moitié à la victoire de l'autre, mais pour l'autre moitié à l'ennui et à l'indifférence qui sont la conséquence ordinaire de l'attente constamment avivée et des promesses jamais tenues. Pour ce qui est du contenu, les autres en prennent parfois bien à leur aise pour se donner de l'espace. Ils tirent sur leur terrain une grande quantité de matériaux, savoir ce qui est déjà contenu et mis en ordre, et tout en s'affairant principalement aux bizarreries et curiosités, il n'en semble que posséder davantage encore le reste, avec lequel, à sa manière, le savoir en avait déjà terminé, mais semble aussi, dans le même temps, dominer ce qui n'était pas encore réglé, et donc soumettre tout à l'idée absolue, qui par là même semble être connue et reconnue en tout, et avoir prospéré jusqu'à devenir la science dans toute son extension. Mais à considérer cette extension de plus près, il ne semble pas du tout qu'elle soit instaurée par le fait qu'une seule
Et même chose, ce serait elle-même progressivement donné une figure différenciée, mais qu'elle soit au contraire la répétition sans affiguration d'une seule. Et même chose, qui est simplement appliquée de l'extérieur aux matériaux divers, 18 et acquiert une ennuyeuse apparence de diversité. Lorsque le développement ne consiste en rien d'autre qu'en une semblable répétition de la même formule, l'idée sans doute vraie pour soi en reste toujours en fait à son début. La visite, guidée du donné par la forme, une et sans mouvement sous la conduite du sujet qui sait, l'immersion extérieure du matériau dans cet élément au repos, tout cela, pas plus qu'on ne le serait les idées adventistes, tombées arbitrairement sur le contenu, n'est pas l'accomplissement de ce qui est demandé, savoir la richesse qui surgit de soi et la différence des figures qui se déterminent elles-mêmes, mais c'est au contraire un formalisme monochrome qui n'aboutit qu'à la différence de la matière, et encore, n'y parvient que parce que celle-ci était déjà préparée et bien connue. Ce formalisme prétend même, au demeurant, que cette monotonie et que l'universalité abstraite sont l'absolu. Il nous assure que l'état d'insatisfaction où nous met cette dernière serait une incapacité à s'emparer du point de vue absolu et à s'y tenir solidement. Si, jadis, la possibilité vide de se représenter quelquefois autrement suffisait à réfuter une représentation, et si cette même pure possibilité, la notion générale, avait aussi toute la valeur, 19, positive de la connaissance effective, nous voyons ici pareillement comment toute valeur est imputée à l'idée générale dans cette forme d'ineffectivité, et que l'on tient pour un type d'examen spéculatif la dissolution de ce qui est différencié et déterminé, ou plus exactement son évacuation dans les profondeurs du néant sans plus de développement ni justification qui s'en induirait. Examiner une existence quelconque, telle qu'elle est dans l'absolu, consiste ici ni plus ni moins à dire qu'on en a certes maintenant parlé comme d'un quelque chose, mais que pourtant dans l'absolu, dans le A égale A, il n'a pas du tout ce genre de choses, qu'au contraire, tout y est un. Opposer ce savoir un, que dans l'absolu tout est identique, à la connaissance distinguante et accomplie, ou en quête et demande de cet accomplissement, ou encore donner son absolu pour la nuit où, comme on dit, toutes les vaches sont noires, c'est la naïveté du vide de connaissance. Quand bien même le caractère insuffisant du formalisme, que la philosophie de l'époque récente a dénoncé et vilipendé, et qui s'est réengendré en elle, est à la fois connu et ressenti, il ne disparaîtrait pas de la science tant que la connaissance de l'effectivité absolue, n'aura pas parfaitement pris la claire mesure de sa nature. Égard au fait que la représentation générale, lorsqu'elle précède ce qui est une tentative de sa réalisation, facilite l'appréhension de cette dernière. Il n'est pas inutile d'en suggérer ici une sorte d'à peu près, ceci pour écarter, par la même occasion,
un certain nombre de formes dont l'habitude est un obstacle pour la connaissance philosophique, dans ma façon de voir et comprendre la question, qui doit seulement se justifier par l'exposition du système lui-même. Tout dépend de ce qu'on appréhende et exprime le vrai comme substance, mais tout aussi bien comme sujet. Dans le même temps, il faut noter que la substantialité inclut en soi aussi bien l'universel ou l'immédiateté du savoir lui-même que celle qui est être ou immédiateté pour le savoir. Si le fait de comprendre Dieu comme la substance une a révolté le siècle, où cette définition et détermination a été énoncée, la raison en était d'une part dans l'instinct que la conscience de soi n'y est pas conservée, mais y a tout simplement sombré. Mais d'autre part, la position contraire, qui maintient sans faiblir la pensée comme pensée, l'universalité en tant que telle, est elle aussi cette même simplicité ou substantialité. 21. Indifférenciée, non mise en mouvement, et quand, troisièmement, la pensée unie avec soit l'être de la substance en tant que telle, et comprend l'immédiateté, ou le fait de contempler quelque chose comme une pensée. L'important est encore de voir si cette intuition intellectuelle ne retombe pas une nouvelle fois dans la simplicité indolente et n'expose pas l'effectivité elle-même de manière ineffective. La substance vivante n'est, en outre, l'être qui est sujet en vérité, ou, ce qui signifie la même chose, qui est effectif en vérité, que dans la mesure où elle est le mouvement de pause de soi-même par soi-même, ou encore la médiation avec soi-même du devenir autre à soi. Elle est en tant que sujet la pure négativité simple, et par là même précisément la scission du simple, ou le redoublement en termes opposés, qui à son tour est la négation de cette diversité indifférente de son opposition. Seule cette identité qui se reconstitue ou la réflexion dans l'être autre en soi-même, et non une unité originelle en tant que telle, ou immédiate en tant que telle, est le vrai. Le vrai est est le devenir de lui-même, le cercle qui présuppose comme sa finalité et qui a pour commencement sa fin et qui n'est effectif que par sa réalisation complète et par sa fin. 22. On peut donc, si l'on veut, dire de la vie de Dieu et de la connaissance divine qu'ils sont un jeu de l'amour avec lui-même. Cette idée retombe au niveau de l'édification et même dans la fadeur lorsqu'il y manque le sérieux, la douleur, la patience et le travail du négatif. En soi, cette vie est certes l'identité à soi sans mélange, et l'unité avec soi-même, qui ne prend pas au sérieux l'être autre et l'étrangement, non plus que le dépassement de cet étrangement. Mais c'est en soi et l'universalité abstraite dans laquelle on fait abstraction de sa nature, qui est d'être pour soi, et donc tout simplement l'essence. C'est précisément alors un contresens d'estimer que la connaissance pourrait se contenter
de l'en-soi ou de l'essence, mais se dispenser de la forme que le principe fondamental absolu ou l'intuition absolue rendrait évitable la complète réalisation de cette essence ou le développement de cette forme. C'est précisément parce que la forme est aussi essentielle à l'essence que celle-ci l'est à soi-même, que l'essence ne doit pas seulement être comprise et exprimée comme essence, c'est-à-dire comme substance immédiate, ou comme pure auto-contemplation du divin, mais aussi et tout autant comme forme, et 23 dans la totalité de la richesse de la forme développée. C'est seulement alors qu'elle est comprise et exprimée comme quelque chose d'effectif. Le vrai est le tout, mais le tout n'est que l'essence s'accomplissant définitivement par son développement. Il faut dire de l'absolu qu'il est essentiellement résultat, qu'il n'est qu'à la fin ce qu'il est en vérité. Et c'est là précisément sa nature, qui est d'être quelque chose d'effectif, sujet à devenir à soi-même, si contradictoire qu'il paraisse que l'absolu doit essentiellement être conçu comme résultat. Un petit effort de réflexion à tout fait pourtant de redresser cette apparence de contradiction. Le commencement, le principe ou l'absolu, tel qu'il est d'abord et immédiatement énoncé, est seulement l'universel, la généralité, de même que lorsque je dis tous les animaux, ces mots ne sauraient tenir lieu de zoologie. De même, ils tombent sous le sens que les mots divin, absolu, éternel, etc. n'énoncent pas ce qui est en eux, et seul ce genre de mots exprime le fait, l'intuition comme immédiat. Ce qui est davantage qu'un mot de ce genre, le passage ne serait-ce qu'à une proposition, contient un devenir autre qui doit être repris, est une médiation. Or, cette dernière est précisément 14, ce qu'on abhorre et repousse, comme si en faisant plus d'elle que le simple fait de n'être rien d'absolu et de ne pas être du tout dans l'absolu, on abandonnait la connaissance absolue. Mais cette répulsion horrifiée provient, en réalité, de la non-familiarité avec la nature de la médiation et de la connaissance absolue elle-même, car la médiation n'est rien d'autre que le mouvement même de l'identité à soi-même, ou encore, elle est la réflexion en soi-même. Le moment du jeu est pour soi la négativité pure, ou rabaissée à sa pure abstraction, le simple devenir, le jeu, ou le devenir tout simplement. Cette intermédiation est précisément, en vertu de sa simplicité, l'immédiateté en devenir et l'immédiat lui-même. On a donc affaire à une méconnaissance de la raison. Lorsque la réflexion est exclue du vrai et n'est pas saisie comme un moment positif de l'absolu, c'est elle qui fait du vrai un résultat, mais qui tout aussi bien abolit ce statut opposé à son devenir,
car ce devenir est tout aussi simple et ne diffère donc pas de la forme du vrai, qui est de se montrer simple dans le résultat. Il est bien plutôt précisément ce retour opéré dans la simplicité, si, certes, l'embryon est en soi homme, il ne l'est pas cependant pour soi, il ne l'est pour soi. 25. Que, comme raison cultivée qui a fait elle-même de soi ce qu'elle est en soi, c'est seulement alors qui est son effectivité. Mais ce résultat est lui-même immédiateté simple, car il est la liberté consciente de soi qui repose en soi-même, qui n'a pas mis l'opposition de côté pour ne plus y toucher, mais réconcilié avec elle. Ce qui vient d'être dit peut encore être exprimé comme suit. La raison est l'activité adéquate à une fin, en élevant une pseudo-nature au-dessus d'une pensée elle-même méconnue, et pour commencer en bannissant la finalité extérieure, on a tout simplement jeté le discrédit sur la forme de fin visée en général, simplement, comme le dit d'ailleurs Aristote, en définissant la nature comme l'activité adéquate à une fin. La fin visée est l'immédiat, l'immobile, qui est lui-même initiateur de mouvement, ou encore est sujet, et qui ainsi est sujet. Mettre en mouvement la force abstraite, la mise en mouvement de sa force, prise abstraitement, voilà l'être pour soi ou la pure négativité. Le résultat n'est la même chose que le commencement que parce que le commencement est une fin visée, ou encore, l'effectif n'est la même chose que ce qu'est son concept que parce que l'immédiat, en tant qu'existant, est le mouvement et le devenir. 26. Déployé. Mais c'est précisément cette inquiétude qu'est le soi-même. Et s'il est identique à cette immédiateté et simplicité du commencement, c'est parce qu'il est le résultat, le revenu en soi, mais que précisément le revenu en soi est le soi-même, et que le soi-même est l'identité et la simplicité se référant à soi. Le besoin de représenter l'absolu comme sujet recourait aux propositions suivantes. Dieu est l'éternel, ou encore l'ordre moral de l'univers, ou l'amour, etc. Dans ce genre de proposition, le vrai est simplement posé directement comme sujet, mais n'est pas exposé comme le mouvement de réflexion de soi en soi-même. Dans les propositions de cette espèce, on commence par le mot Dieu, ce qui, pour soi-même, est un son dépourvu de sens, un simple nom. C'est seulement le prédicat qui nous apprend ensuite ce qu'il est, le remplit d'un contenu et le munit d'une signification. Le commencement vide ne devient que dans cette fin un savoir effectif. On ne peut pas dans cette mesure éviter de se demander pourquoi on ne parle pas seulement de l'éternel, de l'ordre moral de l'univers, etc. Ou, comme le faisaient les anciens, de purs concepts de l'être, de l'un, etc. Bref, de ce qui est la signification,
sans y ajouter cette sonorité vide de sens. Mais ce que ce mot précisément signale, c'est ce qui est posé n'est pas un être ou une essence, ou 27, un universel en général, mais quelque chose qui est réfléchi en soi, un sujet. Simplement, ceci, en même temps, est seulement anticipé. Le sujet est pris comme point fixe auquel on ancre fermement les prédicats par un mouvement qui appartient en celui qui sait ce qu'il en est de lui et qui n'est pas non plus considéré comme un mouvement appartenant à ce point lui-même, mais par qui seul le contenu serait présenté comme sujet, tel que ce à quoi il ressemble ici. Ce mouvement ne peut pas lui appartenir, lui-ci, mais une fois présupposé ce point, il ne peut pas non plus ressembler à autre chose que seulement n'est pas l'effectivité de ce concept, mais même rend cette effectivité impossible, étant donné qu'elle pose le concept comme point immobile, alors que l'effectivité est le mouvement propre et autonome. Mais Sitville, parmi un certain nombre de conclusions qui découlent de ce qui vient d'être dit, on peut relever celle-ci, que le savoir n'est effectif. Il ne peut être exposé que comme science ou système, et qu'en outre, ce qu'on appelle un fondement ou un principe de la philosophie, dès lors qu'il est vrai, est également faux par le seul fait déjà qu'il est, ne serait-ce que dans la mesure où il est seulement comme fondement ou principe. C'est pourquoi il est facile de le réfuter. Cette réfutation